de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour et bienvenue à tous, nouvelle semaine de votre podcast de femme à femme. J'ai toujours grand plaisir à vous retrouver et cette semaine, j'accueille une femme dont la pêche dans le dynamisme me fait tant de bien. Je ne sais pas encore ce qu'elle va nous raconter, je ne sais pas encore ce qu'elle va partager avec nous, mais je suis déjà ravie de la recevoir. Bonsoir Nadège. Bonsoir. Tu vas bien ? Oui. Oui ? Oui. Oui, elle a la pêche, Nadège. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Et je vais déjà lui demander, quelle est la tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui ? Eh bien, la tranche de vie avec laquelle je souhaite vous partager aujourd'hui est ma renaissance. Renaissance ? Oui. Qui s'est faite à quel âge ? Puisque... Eh bien, j'ai de nouveau vu le jour en août 2017. En août 2017 ? En août 2017, oui. Alors d'ailleurs, ça me fait penser que je ne sais même plus quel âge que j'avais à ce moment-là, puisqu'aujourd'hui j'ai 32 ans en 2023. D'accord, ils feront le calcul, tout le monde fera le calcul, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? Eh bien, en 2017, j'ai intenté à ma vie en passant à l'acte. Donc, je finis dans le coma. Et c'est un coma qui me mènera jusqu'au service de réanimation. Et il y aura d'ailleurs le docteur de réanimation pour me dire à mon réveil, par la grâce, heureusement que je me suis réveillée aussi, que c'est le dernier service où vous devez vous trouver, mademoiselle. Après celui-ci, il n'y en a plus. Tu étais arrivé à un moment de ta vie où, selon toi, il n'y avait plus de solution. Exactement. Exactement, parce que, alors, il y a le fait de lutter contre son corps, contre sa pathologie, puisque comme tu le sais, Hélène, je suis porteur d'un handicap. Il y a le corps et puis il y a le regard des autres, parce que c'est aussi compliqué, notamment quand on est dans une vie où on quitte celle de l'adolescence pour entrer dans la vie de jeune femme. Il y a tout ce que l'on entreprend mais qui ne réussit pas. Il y a toute une situation, toute une condition sociale, familiale qui n'est pas adaptée et donc qui ne favorise pas. Et alors, vous vous sentez seul contre le reste du monde. Et puis, il y a vos premiers amours qui sont aussi vos premières déceptions. Parce que lorsque vous fuyez un environnement en espérant, avoir trouvé votre bonheur dans cet amour, eh bien, vous vous y perdez aussi. Puisque, comme vous n'avez pas appris à vous aimer tel que vous êtes, vous n'êtes pas en capacité de recevoir l'amoncellement qu'on peut vous livrer. Et alors, commence un combat supplémentaire entre le fait de s'accepter, le fait d'apprendre à s'aimer, le fait de recevoir les autres, le fait finalement de ne pas être en capacité de recevoir les autres. Et puis, petit à petit, déjà que vous n'aviez pas confiance en vous, ça y va décrescendo en fait. Jusqu'à ce que le mal en fait que vous vous faisiez, c'est d'abord le mal que vous faites à l'autre. Et le mal que vous faites à l'autre est finalement le mal que vous faites à vous-même. Mais dans ces tourments-là, vous vous en rendez pas compte. Jusqu'à ce que l'autre vous quitte. Et que là, puisque pour bien préciser, vous êtes aussi dans une... tout du moins, vous voyez, hein, je parle de ça même avec beaucoup de distance. Mais à ce moment-là, je suis dans une dépendance affective. Mais toujours est-il que je n'en ai pas conscience. Pour moi, c'est ça l'amour et c'est pas autrement. Mais elle est aussi toxique pour l'autre. Et l'autre en face qui m'aime et qui fait de son mieux pour m'aider, pour reprendre ces mots, devenir ma béquille. Et c'est la béquille, en fait, finalement, qui s'en va. Parce que la personne, par rapport à elle-même, mais voyez le lapsus, par amour pour elle-même, c'est choisi. Et donc, cette personne s'en va et me laisse devenir ma propre béquille. Une remontée que je ne parviens pas à habiter de par moi-même.
Et je sombre littéralement, c'est-à-dire que j'ai un emploi, mais impossible d'aller travailler sans verser une larme. C'est-à-dire que du coup, même l'emploi vous La dépression qui prend la place. Exactement. La dépression prend la place, le manque, l'absence, et puis la culpabilité s'installe, parce que vous commencez à dire que c'est de votre faute et que de votre faute. Et puis arrive le moment où vous essayez de... Enfin, j'essaye de retrouver goût, de trouver des choses qui me plaisent, que j'aime, mais rien, absolument rien. Je deviens l'ombre de moi-même, au point de même être un zombie de l'ombre, parce que je n'endors plus la nuit. Les seules personnes à ce moment-là qui deviennent de nouvelles béquilles sont les médicaments, et puis les personnes qui vous les prescrivent. Et alors là, c'est la deuxième spirale infernale, parce que vous devenez dépendant, enfin je deviens à ce moment-là quasiment dépendante de ces thérapeutes, en fait. breuvages chimiques et des thérapeutes. Comment est-ce que tu as accueilli ce message, cette phrase que t'a sortie le médecin? Alors déjà, c'est violent. Un petit peu, oui. C'est violent parce que ça se passe à peine quelques minutes après mon réveil. Déjà, c'est un réveil très particulier aussi, autant que l'histoire le soit, puisque à ce moment-là, je dors. Je dors et je n'ai absolument conscience de rien. Pourtant, je ressens la présence de ma mère. Je pense que je peux parler d'une conscience qui en tout cas dépasse en tout cas la notion de vie, puisque moi je dors. Mais en tout cas, je ressens la présence de ma mère. Et puis, je la ressens de façon tellement puissante que quand elle passe la porte de ma chambre, j'ouvre les yeux. Ma propre mère étant elle-même, je reste une jeune fille. Elle est dans sa réaction de maman. Comme ça s'est passé de façon très brutale et inattendue, il y a des affaires en fait qu'ils n'ont pas retrouvées. Et les parents ne peuvent pas accéder à vos affaires tant que vous n'êtes pas décédé. Donc il fallait que je sois réveillée pour qu'elle puisse accéder à mes affaires et que je raconte éventuellement, si je me souvenais à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé. Et pourquoi ? Et surtout, qu'elle ait accès à mes affaires. Alors, quand je parle d'affaires, je parle de cette fameuse clé de voiture, parce que la voiture, ils vont la retrouver mal stationnée dans la rue. On ne peut pas la déplacer. Donc, on va dire, mon corps est couché sur un lit d'hôpital, ma conscience est quelque part, mais la vie continue. Mais les parents ne peuvent pas accéder à vos affaires. Donc, du coup, à mon réveil, il n'y a pas cette maman en fait qui se rend compte que je suis réveillée. Il y a juste cette maman qui doit protéger le matériel parce que on s'alarme du fait que déjà le véhicule n'était pas bien positionné. J'ai eu de la chance même de me rappeler que j'avais pas mes affaires et que apparemment c'était sous mon lit. Et elle s'en va. Donc après, je suis visitée effectivement par l'infirmière. Donc l'infirmière vient me voir et puis elle me dit « Bonjour, vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé ?» Je lui dis « Oui, je crois. » Et elle me dit « D'accord. Et est-ce que vous savez où est-ce que vous êtes ?» Je lui dis « Non. » Et elle me dit « Vous êtes en réanimation. Le médecin viendra vous voir tout à l'heure. » Et puis après, j'ai juste vu qu'elle vérifiait mes constantes et qu'elle réajustait les dosages parce qu'a priori, j'étais perfusée. Effectivement, quelques minutes après, vient le médecin de réanimation. Et alors là, un ton très ferme, une posture qui est froide. C'est limite l'acte que vous avez fait. En tout cas, lui est détaché émotionnellement. Moi, c'est comme ça que je le reçois. Du coup, je reçois aussi une leçon. C'est le dernier endroit où vous devez être. En plus de le recevoir comme une leçon, oui, c'est violent. Combien de temps as-tu passé à l'hôpital ? 2 jours. Avec une obligation de suivi thérapeutique ? Alors, j'ai passé 2 jours endormis. Puisque, en fait, ils ont hésité du traitement que je devais avoir. Puisque quand j'arrive, il y a d'abord eu des tentatives de réanimation à domicile qui n'ont pas fonctionné.
j'arrive à l'hôpital et en fait, comme ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pris, du coup, Ce que tu as fait, en fait. voilà. Et à ce moment-là, ils s'interrogent, est-ce qu'on me place sous coma artificiel ou est-ce qu'on me laisse revenir à la vie par moi-même? Ou tout du moins me réveiller par moi-même. Heureusement que je me suis réveillée par moi-même parce que ça aurait pu ne pas. Mais c'était vraiment très profond parce que au final, j'ai quand même dormi 2 jours. Donc j'aurais pu ne pas revenir. Et ça aurait pu être d'autant aggravé s'ils avaient fait le choix du coma artificiel puisque ça reste un risque très très élevé. Du coup, alors je n'ai aucun souvenir de ce sommeil, je ne vois pas de tunnel, pas de lumière, pas d'ombre en particulier. J'ai juste le souvenir de cette mère qui rentre dans la chambre. Et puis après, une grosse fatigue. Une très très grosse fatigue. J'ai le souvenir d'une grande cousine qui était là en soutien de ma mère, qui est venue m'embrasser sous le front, qui m'a caressée. Et puis je me suis rendormie. Elle m'a caressé le visage. Elle a eu des mots doux. Voilà. Pas de jugement. Pas de reproche, en tout cas. Pas cas. de reproche. Exactement. Reproche. Surtout. Et comment ça se passe après le vrai réveil? Ah bien ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Est-ce que c'est là que commence la renaissance? Ou est-ce que la renaissance, elle est juste enclenchée, en fait? La renaissance ce jour-là, en fait. Eh bien, la renaissance commence de façon très physique, organique, symbolique. Je finis par devoir sortir de l'hôpital, puisqu'on juge mon état apte à pouvoir être de sortie. Et ce jour-là, il faisait beau. Et il y avait un ciel bleu. Le soleil brillait. En plus, on est en été et ça se passe en Île-de-France. À ce moment-là, je vis en Île-de-France. Mais il faisait tellement beau. Et en fait, quand je sors de l'hôpital, je me suis sentie en vie. J'entendais les oiseaux différemment. Je captais la lumière différemment. Et je vivais... Alors, ça a presque quelque chose d'inexplicable parce que c'est pour ça que je dis c'est très physique. Parce que c'est de l'ordre du ressenti. Mais en fait, je vivais les choses différemment de ce que j'avais pu les quitter 2 ou 3 jours auparavant. Et à ce moment-là, tout de suite, j'ai conscience que si je suis en vie, eh bien c'est parce que, ou tout du moins si je suis toujours en vie, c'est parce que j'ai une mission de vie. Que peut-être dans, on va dire, le désordre émotionnel, le trop-plein émotionnel, à ce moment-là, ça a été ma façon de dire stop, je n'en peux plus, une espèce de SOS. Mais c'était pas franchement l'envie d'en finir, mais plus l'envie de tirer la sonnette d'alarme. Dire attention, regardez-moi. Je crois que c'était ça, oui. Je le crois parce que je me réveille quand même de par moi-même. C'est que la volonté de mourir n'était pas plus forte que la volonté de vivre. Je suppose bien qu'il y aura des auditrices qui y verront aussi tout un aspect spirituel et ce qui m'invite à dire que c'est à peu près certain aussi que c'était pas mon heure. Donc, quand vous sortez de là, et du coup quand je sors de là, oui, la vie, à partir de ce moment-là, vous ne la vivez plus de la même façon, vous ne la ressentez plus de la même manière. Ça m'a invité à autre chose. Parce que concrètement, la situation d'avant était exactement la même lorsque tu es sorti de l'hôpital. Tout à fait. Comment as-tu géré ta vie à partir de ce moment-là? Le simple fait de me dire que je ne suis pas morte, ça paraît pas grand-chose. Si on est en vie, c'est qu'on a encore la possibilité de faire des choses. Exactement. Exactement, et du coup de reprendre le pouvoir, de prendre son destin en main, ou tout du moins on n'est pas encore... Alors après tout dépend de la vision qu'on peut avoir.
Chacun sa foi et sa croyance. Certaines personnes croiront au destin, d'autres pas. Alors après, au regard de tout ce qui s'est passé par la suite, aujourd'hui, avec le recul, je peux vraiment dire que ce n'était pas mon heure et que j'ai bien fait de me raccrocher à la vie. Mais la façon dont je le gère, c'est ça. C'est-à-dire que à partir de cet instant, j'ai pris des décisions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui venait pour me troubler dans mon existence, dans mes ressentis, pour m'imposer une façon d'être et de penser et de dire, je refusais et je mettais un stop. Parce que je connaissais la souffrance dont je revenais, les douleurs émotionnelles, cette prison psychologique que j'ai habitée pendant bien des mois avant de passer à l'acte aussi. Et j'ai décidé que personne ne déciderait pour moi, à part moi pour moi-même, et très certainement la toute-puissance qui réside au-dessus de ma tête. À partir de ce moment-là, j'ai repris ma vie en main, mais ça n'a pas été facile, hein. Est-ce qu'il est facile de passer de la dépendance affective à je me gère toute seule, je n'ai besoin de personne? Je ne pense pas que ce soit très simple. Pas et du que tout. ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pas du tout. Pas du tout. Et là, on parle de l'aspect psychologique, psychiatrique, émotionnel. Mais à côté, vous avez la vie qui continue. C'est-à-dire que vous êtes dans votre monde, dans vos problèmes, dans vos difficultés, mais en face, vous avez votre vie d'adulte. Les problèmes financiers, parce que du coup, vous avez perdu votre travail. Et il faut vous gérer. Il faut vous soigner. Et alors, c'est le deuxième parcours du combattant, parce que c'est une chose d'avoir la volonté de s'en sortir et de se battre contre soi-même. C'en est une autre de se réintégrer dans le système et d'avoir à vous battre contre encore quelque chose. À cela, vous rajoutez toute la lourdeur de votre corps parce que vous ne pouvez pas, en tout cas moi je ne peux pas, faire les choses comme les autres de façon valide. Je dois toujours adapter ma vie. En fait, depuis l'âge de 2 ans et demi, je passe mon temps à faire ça. Au quotidien, j'adapte ma vie, ma situation à la société, alors que ça ne devrait pas, ça devrait être l'inverse. Et donc, en fait, il y a une autre chose dont je prends conscience. C'est-à-dire qu'on me prescrit produits chimiques, des antidépresseurs, des anxiolytiques et toute la cousinade. Alors, au début, quand vous n'y connaissez rien, vous pensez que ça va vous faire du bien. Mais faute a été de constater que, en fait, ça masquait. Il était question d'endormir et c'était tout. Ça ne résolvait en rien ce pourquoi j'en étais arrivée à là. Et ça me rendait en plus à baba. Donc, du coup, c'est une deuxième décision qui s'impose à moi puisque je fais le choix volontairement d'arrêter. D'arrêter toute médication. Exactement. Combien de temps après la sortie de l'hôpital? En fait, la médication avait même commencé avant l'entrée à l'hôpital. Oui, ça, j'avais cru comprendre ça, oui. Oui. Au moment où la dépression profonde s'est présentée. Exactement, profonde et sévère. Mm-hmm. Et on peut parler de maladie. Hein. Mais la dépression est une maladie. C'est une maladie. Et c'est important que je le précise dans le podcast parce que il y a des jugements vis-à-vis de ça. Oh, j'ai entendu beaucoup de choses. Parfois même des gens qui font l'amalgame entre déprime et dépression. Et donc l'arrêt de la médication? J'arrête la médication. Et puis, c'est très très difficile parce que vous, émotionnellement, vous étiez dans une dépendance affective. Mais votre cerveau est en plus devenu dépendant d'une substance. Alors, quand vous décidez de ne plus tenir compte de l'ordonnance et d'arrêter de par vous-même, or qu'on vous dit que c'est petit à petit. Il ne faut surtout pas arrêter du jour au lendemain, ça doit être progressif. Exactement. Alors, je tiens à préciser, attention quand même, que c'est en ma responsabilité et je l'ai fait vis-à-vis de moi-même, mais que chaque personne est différente, donc quand même, voilà. Bref, que tu ne conseilles absolument pas à quiconque de faire cela. Tout à fait. Mais moi, je me suis appuyée sur ma pleine conscience et sur mes capacités. Et je me suis dit, mais en fait, si je me rends compte de ça, c'est que très nécessairement, je ne suis pas folle. Alors, je ne vais pas bien.
mais je ne suis pas folle. Et que ce qu'on essaye de masquer, c'est aussi le parent pauvre qu'est la psychiatrie en milieu hospitalier. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me rends compte qu'aussi ma condition financière ne me permettait pas d'accéder à des soins en phase avec ce que j'éprouvais. Quand je parle de soins, je parle de thérapie. Et ça a été très difficile parce que j'ai dû admettre que je n'étais pas assez riche pour aller bien. Et donc, quand j'arrête cette médication, c'est parce que j'ai cette réflexion-là. C'est-à-dire que dans tout mon mal, je suis encore, on va dire, lucide. Exactement. Et puis, et c'est là que c'est l'enfer. Parce que du coup, toute cette substance auquel était habitué mon cerveau se manifeste. Là, tu es parti pour une cure de désintoxication. Exactement. Qui a duré combien de temps? Ça a été très difficile. Je pense que j'ai même occulté. Parce que ce sont des nuits d'insomnie. En fait, je n'endormais plus. Il pouvait se passer 3 jours, je ne fermais pas les yeux. Mais il y a quelque chose en fait qui s'est passé, c'est que je suis redevenue comme un enfant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je m'endormais à côté de ma mère tous les soirs, dans le lit de ma maman, à plus de 25 ans passés quand même. Et je dormais. Alors heureusement que ma mère Alors c'est la mère qui est en moi qui parle, une mère reste une mère. Voilà. Et moi c'est moi. Mais heureusement surtout qu'à ce moment-là, ma mère est une mère célibataire, parce que bon, sinon ça aurait été un peu compliqué. Comprenez, le mari ou le compagnon, comment se fait-il que ta grande fille dorme dans ton lit? Et je m'endormais tous les soirs à côté de ma maman. Mais ma maman savait que tu avais besoin d'elle? En tout cas, elle ne s'est jamais apitoyée sur mon sort. Je ne peux pas vous dire comment elle a passé ce moment avec elle-même et puis de me voir dans cet état. Dans cet état. Elle me l'a jamais partagé, elle m'en a jamais parlé. Elle continuait sa vie comme si de rien n'était. Ma mère allait danser, allait travailler, la vie continue. Même si moi j'étais au 36e sous-sol, peut-être à ce moment-là je le comprenais pas. Et peut-être aussi à ce moment-là, c'était la meilleure façon de se protéger, de me protéger aussi. Mais ça, ça lui appartient et il n'y a qu'elle qui pourrait en témoigner. En ce qui me concerne, voilà à quoi le fait d'arrêter de par mes propres moyens, la médication m'amène. Mais surtout, elle m'amène à me libérer et à prendre davantage confiance en moi. Puisque petit à petit, alors pas toute seule non plus, parce que de toutes les façons, j'avais pas les moyens d'aller faire une thérapeute. Mais j'avais des amis, 2 amis. Le premier qui se prénomme Jamaldine, à qui je voue toute ma gratitude et ma reconnaissance d'avoir été présent en toutes circonstances. Et c'est d'ailleurs son intervention qui va me sauver la vie. Parce que c'est son appel téléphonique de justesse qui a le temps de prévenir les pompiers? La personne qui partageait ma vie à cette époque. Ah ok, d'accord. Et la personne qui partage ma vie à cette époque prévient ma mère. Mais ça se joue. Il y a quelques minutes près. Exactement. Et puis j'ai été accompagnée aussi par ma meilleure amie de l'époque, Florence. Donc 2 très belles personnes qui, à toute heure de la nuit comme de la journée, malgré leur vie respective, parce qu'ils avaient leur vie de famille respective, ont été là. Et c'est-à-dire que j'étais pas amadouée, comme j'étais pas confortée, sans complaisance. Voilà. C'était pas bon, Nadège, faut arrêter, Nadège. Ils savaient me le dire aussi. Tout comme ils savaient m'encourager. Tout comme, en fait, ils avaient ce thermomètre avec moi. Et même d'en parler, je le revis. Ils avaient le mot juste. Et ils avaient le mot juste. Donc ce sont 2 personnes que j'aime et que j'aimerais toujours. Parce que j'ai cette fidèle reconnaissance. Et même des fois encore aujourd'hui, quand je vis parfois des personnes que je viens de connaître, même amicalement. Certaines personnes qui se permettent
un jugement à mon égard, certaines choses, je me rappelle d'eux. Je me rappelle d'eux et je me dis, ah, bon, bah, je pense que cette amitié, en fait, elle n'est pas faite pour moi et je laisse aller. Je laisse la personne penser parce que cette personne ne me connaît pas. Parce que moi, j'ai eu des amis qui m'ont aimé bien assez, qui auraient pu juger de ma situation et s'en aller, et qui sont restés parce que plus que de l'amour, ils ont cru en moi. Et ils ont vu plus que ce que je pouvais voir en moi-même à ce moment-là. Heureusement que ces moments-là, aussi tragiques qu'elles peuvent être ou dramatiques, existent et ont existé parce qu'aujourd'hui, ce sont eux ma béquille. Ça me rappelle pourquoi je suis toujours là, pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi chaque jour j'avance. Et je pense à eux, à la moindre petite, on va dire, bon, parce qu'on a toujours des déceptions dans les relations humaines. Et ça fait partie de la vie. Et ça fait partie de la vie. Et voilà. À quel moment est-ce que tu t'es dit, je suis debout, je vais bien, ça y est, j'ai repris le contrôle de Nadège? Eh bien, pour les raisons, en fait, qui me poussent à créer mon entreprise. En fait, quand tu as eu l'envie, justement, de porter des projets, d'avoir des projets, parce que je crois que pour avoir des projets et pour ressentir le besoin d'aller au bout de ces projets, il faut se sentir en vie, il faut se sentir debout, il faut avoir juste l'envie de vivre, justement. Exactement. Alors, la première étape a été de quitter chez maman, a été de devoir quitter le lit de maman et donc de rentrer chez moi, puisqu'effectivement j'avais fait les démarches pour trouver un lieu de vie qui soit mon espace. Mais j'ai mis tout autant de temps à rentrer dedans parce que la solitude, j'avais peur de ma propre présence, de ma propre compagnie, parce que je me suis aussi rappelé que à un moment donné j'ai été toute seule et puis j'ai quand même voulu mettre fin à mes jours. Alors comment ça va se passer de vraiment me retrouver seule? Est-ce que je ne vais pas rebasculer? Et puis là, il y a le lendemain de mon anniversaire, le 24 février 2019, de nouveau ma meilleure amie de l'époque, Florence, qui me dit « Nadège, si tu ne pars pas de là-bas, tu ne rentreras jamais chez toi. » Alors je me suis boostée avec ces mots. Et alors là, j'ai passé des nuits d'insomnie. Incroyable. C'est la phase d'adaptation. Oui. Hein, on va dire ça. Chaque fois que tu dois t'adapter, ah tu ne dors pas. Voilà, concrètement. Mais j'ai transmuté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai l'intelligence émotionnelle de transmuter. Je comprends qu'il faut que j'occupe ce temps par quelque chose de positif. Alors à ce moment, je l'occupe par le travail. Donc du lundi au vendredi, voire jusqu'au samedi matin, ça dépendait de mon planning. J'étais une élève assidue en alternance, puisqu'à ce moment-là, je passe mon titre professionnel de conseiller financière. Je suis apprentie à la Banque Postale. Alors, moins assidue à l'école, parce que j'ai toujours eu du mal avec l'école, mais par contre, très assidue dans le milieu du travail. Et alors, je m'amuse parce que, en plus, je suis dans un métier qui est dans le conseil, qui est dans le relationnel, qui est dans le fait d'écouter le problème des autres. Moi qui venais de passer des choses difficiles. Je suis en train de préparer mon diplôme et je vois que je suis excellente. Parfaitement bien accompagnée par ma maître d'apprentissage qui se prénomme Corinne, un maître d'exception. Parce qu'elle va m'apprendre le métier de banquière avec passion. Donc du lundi au vendredi, je suis cette apprentie, voire le samedi matin, à la Banque Postale. Et puis, dès que je sors de là, je suis réceptionniste d'hôtel. Les samedis et les dimanches, jours fériés compris, l'après-midi, le soir. Je ne fais que ça. Oui. Je m'occupe à être disponible aux autres. Et moi, du coup, ça m'occupe parce que je rencontre dans la réception des gens du voyage, de mes collègues, et puis, pareil, en alternance, des clients. À l'école, c'est un peu plus compliqué. Ça se passe pas vraiment très très bien, mais ça, j'ai toujours eu du mal avec l'école. Mais au travail, rien à dire de ma personne. Et j'arrive devant le jury en juillet 2019.
et je réussis avec les félicitations du jury. Et à ce moment-là, c'est la rédemption. Puisque du coup, eh bien, j'ai appris à vivre seule avec moi-même. Parce que j'ai appris à occuper mon temps et à faire les choses. Et c'est là que j'ai les moyens, enfin, de pouvoir donner une nouvelle perspective, tout du moins une évolution à ma vie. Est-ce que tu es capable de rester une journée avec toi-même toute seule sans rien faire maintenant? Oui. Oh oui. C'est même un moment un besoin maintenant. Oui. Quand le corps est fatigué, quand l'esprit est fatigué, je peux tout éteindre et je peux être. Juste être. Exactement. Tu peux être fière de toi? Oui, parce que quand je réussis ces examens, je suis repérée par la BNP. Donc, je fais mes essais à la BNP en tant que conseillère clientèle d'agence, dans une très belle agence en plein Paris, dans le 14e. Mais c'est un échec parce que là, je me retrouve confrontée à une situation que j'avais un peu mis de côté, que j'avais oublié, une part de moi-même. Le handicap? Exactement. Il t'a rattrapé? Oui, parce que j'étais tellement occupée dans ma tête à autre chose que j'ai oublié ce même corps qui physiquement me fait souffrir. Mais la souffrance morale était plus forte. Je vais le dire, j'invite toute personne à prendre soin de sa santé mentale. C'est vraiment très très important parce que c'est là qu'on se rend compte en fait à quel point, si ça ne va pas là-haut, il n'y a rien qui va en fait. Voilà, vous pouvez autant faire du sport, vous pouvez être valide, enfin, si vous êtes mort là-haut, il n'y a rien qui suit. Et ça, je l'ai compris à temps. Parce que du coup, j'ai décidé, puisque si vous vous souvenez, je vous dis en début de ce podcast que quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai décidé que plus rien n'allait s'imposer à moi. Alors quand j'ai senti que Ils allaient pomper ton énergie là. Voilà. Alors la banque c'est très bien, mais alors cette histoire de pression commerciale, par rapport à tout ce que j'avais vécu avant, j'ai dit non. En plus, à ce moment-là, on ne voulait même pas respecter ma condition de santé parce qu'on me réclamait des histoires de notification, de reconnaissance de travailleurs handicapés qui, comme de par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, à ce moment-là, n'avaient pas été, reconduits par la MDPH puisque j'étais dans l'attente de leur décision comme d'habitude, comme tous les 5 ans, précisément. Donc, voilà. Ça c'est l'objet de notre podcast, le parcours du combattant à la MDPH. Exactement. Ah oui, vaste sujet. Clairement. On est en septembre 2019 quand j'arrête. Donc oui, je fais un mois, septembre. Donc on est en octobre 2019 quand j'arrête. Et là, je ne veux plus. Mais je ne veux plus entendre parler d'un employeur. Je n'en veux plus. Voilà. Parce que mon esprit avait déjà assez souffert. Je ne voulais pas en plus que mon corps souffre davantage que ce qu'il ne subit déjà, indépendamment de ma volonté. J'ai dit, je crée mon entreprise. Parce qu'en créant mon entreprise, je pourrais adapter mon travail à ma pathologie. Voilà. Du coup, accompagner ma guérison émotionnelle. Parce que quand ça ne va pas, je peux m'arrêter. Je ne suis pas là à me dire, oui, ça va pas, mais il faut que j'aille travailler, parce que sinon, il faut que je prévienne l'employeur. Bref. Alors oui, ça a un coût financier, c'est vrai, mais je crois que ma santé n'a pas de prix. Et ta santé mentale par-dessus tout. Exactement. Donc, avant ce que tout le monde va connaître 3 mois plus tard, parce qu'on est quand même 3 mois avant le confinement, eh bien, j'étais quelque peu en avance. Du coup, le 1er décembre 2019, naît Carl Larnge. Et Carl Larnge naît pour dépasser mon handicap physique, parce que je suis en capacité d'arrêter de conduire quand moi je décide d'arrêter de conduire, quand mon corps dit stop. Mais Carl Larnge naît aussi parce que je veux créer mon indépendance financière. C'est-à-dire ne plus être limité à gagner 1800 €. Ce qu'on t'accorde. Ce qu'on m'accorde, en retirant les 800 € de loyer parisien au passage. Cette indépendance financière qui me donnera accès par la suite pendant 3 ans, chaque semaine, que ce fut possible, à une thérapie de qualité qui fait qu'aujourd'hui je suis la femme que je suis
devenu. Et là, oui, je peux être fière de moi parce que il a fallu de la foi, de l'espérance, de la persévérance, de la passion, du courage, de la détermination, de la directivité, mais surtout de la responsabilité vis-à-vis de soi-même et à chaque fois se rendre compte que l'extérieur agit sur nous, mais on peut aussi agir sur l'extérieur en reprenant son pouvoir. Et donc j'ai repris mon pouvoir. Pas sans conséquence. La vie est tout sauf un long fleuve tranquille, comme j'aime à le dire. Exactement. Tu as eu un parcours pas facile, mais extraordinaire. Parce que décider, je crois que pour moi, hein, de ce que tu nous as partagé, le jour où tu as décidé que tu allais réellement vivre, c'est le jour où tu as décidé d'arrêter la médication. Exactement. Parce que ça demande énormément de courage. Oui. Le geste que tu as fait, oui, ça demande du courage aussi, mais on est dans le désespoir. Oui. Mais là, arrêter la médication. Si tu avais quelque chose à dire, un message à passer à ces femmes qui sont en situation de handicap, parce qu'être en situation de handicap n'est pas facile, le monde n'est pas inclusif, loin de là, et être une femme en situation de handicap, ce n'est pas simple non plus. Quel message que tu voudrais faire passer à ces femmes? Réalisez votre plein potentiel parce qu'en fait, les réponses sont en vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous aimeriez être. Vous savez ce qui vous fait vibrer. Et on n'accepte jamais son handicap. On apprend simplement à vivre. Alors, créez votre vie, celle qui s'adapte au mieux à la condition dans laquelle vous évoluez, et faites. Je crois qu'il est important parce que c'est mon avis, c'est mon ressenti, et c'est comme ça que j'évolue, même s'il y a la pression sociale, parce qu'il y a une énorme pression sociale et ce n'est pas évident. Il faut savoir s'adonner à ses priorités, celles qui nous font d'abord du bien. Il faut se choisir en toutes circonstances. Se choisir pour éviter justement les regrets, les remords, la culpabilité. Et il y a deux choses en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai compris que le mot accepter était trop fort, c'est à tout bout de champ balancé, apprends à t'accepter, à t'accepter, à t'accepter. Oui, mais moi ça me parlait pas en fait. Moi je pensais même qu'il suffisait de dire ah bon bah je m'accepte. Et puis c'est bon quoi. Exactement. Mais j'ai compris que non. Mais c'est surtout que j'ai compris que c'était pas le mot qui me parlait. Donc l'autre message, c'est parlez-vous avec les mots qui résonnent en vous. Par exemple, le mien, c'est d'accueillir. Moi, j'accueille. Accepter, ça ne me va pas du tout et c'est ok. Voilà. Eh bien, c'est ça aussi pour moi le secret, en quelque sorte. C'est aussi d'avoir les mots qui vont avec nous. Accepter, ça va à d'autres personnes, très certainement. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, le mot. Je dis que, en tout cas, avec moi... Il ne te convient pas. Exactement. Et accueillir me va très bien. J'accueille beaucoup de choses, tout comme je laisse aller tout autant de choses. Ça me parle parce que, bon, après, j'ai une dimension, j'ai une sensibilité exacerbée, je suis quelqu'un de très artistique. Donc, ça parle à toute mon âme. Et c'est aussi tout l'intérêt d'apprendre à se connaître. Je crois que c'est le grand message que tu vas passer aujourd'hui, c'est que rien n'est possible si on ne se connaît pas. Exactement. Ou en tout cas, peut-être pas rien n'est possible si on ne se connaît pas, mais tout est possible si on se connaît. Oui. La nuance est importante. Ah oui, parce que en fait, je m'aperçois qu'on ne finit jamais de se rencontrer non plus. Parce que il se passe toujours quelque chose où on est ébloui par soi-même. Et alors je me dis, mais si on arrive à se valider, si on arrive à s'enchanter, à se surprendre, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est magique. Exactement. On va finir sur cette belle magie. Oui. Merci en tout cas d'avoir partagé cette tranche de vie qui
qui a été en fait cette renaissance Oui. de Nadège Oui. pour le plus grand plaisir de beaucoup de personnes et d'elle avant tout. Merci Nadège. Merci Hélène. Prends grand soin de toi. Vous aussi. À bientôt. Et à très bientôt. Ok. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.